des parents d'élèves pour l'achat de fournitures scolaires. Nous savons que dans une semaine, les élèves vont reprendre le chemin de l'école, donc les parents se décarcassent pour assurer cette rentrée pour avoir une rentrée paisible pour leurs enfants. C'est vraiment un calvaire pour ces parents-là dans ce contexte de vie chère. Et voilà ce qu'a décidé Fort Assimé. Bon, moi je dis que c'est Fort Assimé, parce que... Oui, non, c'est ça, il assume ça. Voilà, donc 3 milliards de transferts monétaires, comment ça va se faire? Comment ça va se faire? D'abord, ce serait intéressant de connaître qui on appelle parents d'élèves. Parce que vous avez un enfant, vous avez fait un enfant, vous avez fait 2 enfants, 3 enfants, vous êtes parents d'élèves. Et combien par enfant? Est-ce que vous êtes tuteur? Vous êtes parent d'élèves? Est-ce que bon, maintenant, comment vont s'identifier les parents d'élèves? Est-ce que c'est à partir de l'inscription des enfants? Alors que là, on aurait déjà, si on est parents d'élèves, on aurait déjà acheté les fournitures, transfert monétaire. Est-ce que les inscriptions sont liées au numéro portable? Est-ce que c'est par nombre d'enfants? Oui, c'est une mesure aussi très complexe que je n'ai pas suivi dans les explications des ministres qui ont délivré par la suite. Mais c'est que ce qu'il faut savoir, lorsque vous passez une communication, ou lorsque vous faites un travail fourni, envoyé à quelqu'un, vous sortez l'article de presse, s'il faut qu'on vous appelle encore pour vous demander qu'est-ce que vous voulez dire par là, c'est que vous avez fait un mauvais travail, une mauvaise communication. Donc, voilà aussi une mesure dont l'applicabilité, tout comme, disons, la mesure de 10 000 hors bulletin, ça aussi, c'est une mesure, on se demande, et comment est-ce que ça va s'appliquer? On l'a peut-être plus simplement dit, puisque ça concerne peut-être seulement les fonctionnaires encore, donc ça fait 10% plus. Non, c'est signifié, non? Les 10 000, c'est pour les fonctionnaires, c'est pour les travailleurs de la fonction publique. Voilà, pourquoi ne pas les mettre sur le bulletin, mais non imposable? C'est-à-dire que, voilà, parce que je me demande comment est-ce qu'après, quand le bulletin va sortir, on va appeler quelqu'un, ou bien on va leur adresser peut-être encore les timonies ou les flous. Alors que même Timoni, depuis un moment, vous n'avez pas de résultat lorsque vous voulez même dépenser votre argent que vous avez sur votre compte. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà aussi une mesure qui pose problème en matière d'applicabilité. Comment ça va se faire, ce transfert monétaire? Comment identifier les parents d'élèves? Est-ce que seulement c'est les parents d'élèves du milieu administratif? Et du milieu, voilà. Public, du secteur public. En tout cas, le ministre porte-parole a expliqué que ça concerne malheureusement l'école publique, quoi, en fait. C'est pas l'école privée. Donc, dans l'école publique, il y a des programmes qui permettent donc de repérer les parents, en fait. Je crois qu'il y a une assurance, quelque chose comme ça, où les élèves, les enfants dont les parents sont là, ils ont leurs références et tout. Bon, bref. Tout ça participe d'une forme de jonglage pour dire, bon, écoutez, il ne faudrait pas que les... Voilà, bon, ça, c'est des détails qui sont difficiles à déceler. Ce qui est sûr, c'est que le sentiment que cela laisse, c'est qu'il ne faudrait pas que la population ait le sentiment que les gouvernants sont indifférents. Tout simplement, et donc il y a des petites actions de cette nature qui tâchent que bon ben on jongle, on donne à quelques heures, bon et puis voilà quoi. Parce qu'il n'y a aucune capacité de contrôle. Si ça l'est ainsi, pourquoi ne pas en même temps mettre une prime, une gratification scolaire en même temps sur le bulletin de... Non, il n'y a pas que des fonctionnaires. C'est-à-dire que c'est les écoles publiques. Donc, même si tu es un privé et ton enfant est dans une école publique, tu es repéré comme un parent d'élève. Donc on peut te faire justement de ce transfert monétaire. Les enfants vont dans le privé. Non, ils ne sont pas concernés. Ils sont des parents d'élèves, mais ils ne sont pas sous le contrôle. Déjà, quand tu amènes ton enfant à l'école privée, ça veut dire que tu es mieux. Parents d'élèves, jusque-là, qui est parent d'élève? Est-ce qu'elle va faire un enfant?
adopter un enfant et à partir de quand, d'accord, donc voilà des mesures qui sont bien pensées, mais lorsqu'on se pose des questions en termes d'applicabilité et en termes on demande encore des éclaircissements, pré-éclaircissements, c'est qu'il y a problème. Mais oui, il faut le dire aujourd'hui, les parents qui ont les enfants dans les écoles privées ont des difficultés aujourd'hui à assurer une bonne rentrée scolaire à leurs enfants parce que la richesse, c'est tout le monde, ça touche. Oui, c'est sûr, personne ne peut le nier. Sauf que l'État va te dire, bon, écoutez, ce que j'ai pu faire, j'ai créé des écoles, ça c'est sous mon contrôle, c'est ce que je peux. Bon, mais ça ne t'a pas convenu, tu as choisi d'emmener ton enfant dans une école privée, c'est en évaluant tes capacités à toi, voyez. Alors qu'en réalité, lorsque vous extrayez ce qu'on appelle l'école privée au Togo, c'est qu'il n'existe pas d'école. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui rend compte du niveau en fait périphérique de gouvernance en fait de notre pays. Et c'est ça qui est grave. Parce qu'à partir de l'instant où l'État accorde des agréments pour la création des écoles privées, cela l'engage. Donc on ne peut pas dire que les parents qui ont l'idée d'amener des enfants à des écoles privées ne sont pas concernés par la vie du pays. Au contraire, c'est l'école privée qui anime le plus l'école d'aujourd'hui dans notre pays, parce que la capacité de l'État à créer les infrastructures éducatives adéquates à une distance rapprochée par rapport à la population sont extrêmement limitées. Voilà pourquoi il y a une démultiplication des écoles primaires, des collèges, des lycées et même des universités privées dans notre pays. Vous voyez? Mais tout cela, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut réinventer le génie togolais, participer quelque part à, ou bien libérer les énergies, de sorte qu'on puisse avoir des géants dans tous les domaines de l'économie nationale, de sorte qu'il y ait un minimum d'épanouissement. Épanouissement des esprits, la liberté d'investissement privé, la liberté de créer de la richesse pour que le pays soit animé. Si le pays est animé, vous allez voir que l'État aura moins de charges, puisqu'il est obligé aujourd'hui de faire des subventions par-ci, par-là, simplement parce que l'écrasante majorité de la population est dépendante. Vous prenez tout simplement le secteur éducatif, vous allez voir que de CP1 jusqu'en terminale, l'enfant, lorsqu'il a le bac, il n'est capable absolument de rien. C'est-à-dire en termes de compétences fournies. Donc, même quand il finit son université, il devient un cas social, simplement parce que les nutriments intellectuels qui lui ont été fournis, la théorie intellectuelle qui lui a été fournie, ne lui sert pas d'éléments concrets qui lui permettraient de les traduire pour justement créer de la richesse. Il est obligé de jongler et tout ça. Et tout ça, c'est des investissements à perte. Vous savez, le budget annuel du monde éducatif, c'est des dizaines de milliards. Donc, tout cela, alors qu'on ne suit pas tout le circuit, c'est toute une chaîne. Vous ne pouvez pas créer une école aujourd'hui, inscrire des élèves, recruter des enseignants que l'État paye, mettre des équipements, les infrastructures, etc., investir autant, du CP1 jusqu'à la licence au master, sans que vous ne puissiez capitaliser tout cet investissement sur l'enfant à travers la production qu'il a sur le terrain. Ce sont eux encore qui sont dans l'impasse et qui deviennent des cas extrêmement difficiles à qui l'État est obligé de porter une assistance à travers ces genres de transferts, machin. Donc, tout ça, il y a une incohérence en fait dans notre façon de nous gérer, et moi je ne suis pas étonné des difficultés que nous avons, pas seulement au Togo, mais dans tous les pays pratiquement francophones. On a comme l'impression que on ne comprend pas que la vie c'est toute une chaîne, ou même la gouvernance d'État c'est toute une chaîne. Lorsque l'État met de l'engrais par exemple à la disposition de l'agriculteur, il doit pouvoir attendre de lui une production agricole qui soit à un niveau donné, quitte à ce que lorsqu'il produit, que l'État puisse soutirer une partie pour rentabiliser la dépense qu'il a engagée. C'est comme ça qu'il y avait dans les années, je crois, 1980-90, un projet qu'on appelait Sourad, où on produisait du maïs. L'État contribue et fournit donc les semences et tout aux agriculteurs. Lorsqu'ils produisent, l'État vient puiser une partie qu'il revend pour pouvoir reprendre l'investissement.
Voilà comment il faut réfléchir. Ce sont des formules en fait qu'il faut pratiquer pour pouvoir faire circuler l'argent et faire en sorte qu'on crée de la richesse en même temps qu'on épanouit le peuple. Si ce n'est pas le cas, bon, ben, on est dans l'assistanat. L'État dans l'assistanat, mais écoutez, c'est pas un magicien. Hein? Quand on dit que l'État subventionne, les gens pensent que c'est de l'argent perdu, c'est faux. Hein? C'est tout à fait faux. Je vais vous donner le cas des produits comme l'exportation. Je prends le café, le cacao, le coton. Mais quand même on donne la règle gratuitement aux paysans, mais après il y a la sortie du produit. D'accord? Ceux qui sont organisés pour payer, d'accord, sont des corporations qui payent des impôts, même jusqu'à la main-d'œuvre portuaire. Pour disons, voilà, les entrepôts, même les taxes à l'exportation. C'est-à-dire que, et lorsque vous faites pousser un champ de cacao café, c'est sur plus de 30 ans que l'État continue, même si c'est 50-100 francs le kilo ou la tonne, l'État continue de prendre son argent. Donc favoriser la culture agricole, aller par exemple et construire des forages pour les agriculteurs pour pouvoir irriguer des surfaces et produire suffisamment, ce n'est pas une perte. Il ne faut pas que les gens pensent qu'en dépensant aujourd'hui 1 milliard et autres, mais c'est que c'est le suivi. On est en train de chuter. Je vais vous dire, il y a quelques années, je crois, il y a environ 10 ans de cela, mais lorsque le chef de l'État a pris à bras le corps cette affaire de production de café cacao, où il avait même fait une surprise agréable aux producteurs qui étaient en conclave à Paris. Mais le chef de l'État a annoncé que ça a été débloqué, plus de 1,5 milliard au profit de la filière café cacao. Imaginez qu'il y a 15 ans, le Togo exportait, même avec les marchandises de smog, autour de 15 000 tonnes l'an de café cacao. Le chef de l'État a planté l'ambition en faisant investir. À l'époque, c'était Garo et Aganazi et le ministre, le colonel, le ministre Ansat et le ministre de l'Agriculture. Mais 1,5 milliard pour relancer. Et le chef de l'État avait mis l'ambition à 30 000 tonnes. C'est-à-dire qu'on a quitté 15 000 tonnes, on va atteindre 30 000 tonnes. D'accord, en 5-10 ans. Mais aujourd'hui, je dis 10 ans après, nous sommes à peine à 5 000 tonnes. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en mesure de faire 15 000 tonnes, ni 10 000 tonnes. Nous sommes à 5 000 tonnes d'exportation de café, cacao par an. Ça veut dire que l'argent qui a été investi, ça ne serait pas allé. Parce que quand vous allez aujourd'hui, vous allez sur le terrain pour aller chercher les champs de café, cacao, dans lesquels on dit avoir mis l'argent, cette chambre de café cacao n'existait pas. N'existe pas. Oui. Pardon? Mais la bonne gouvernance. Non, la bonne gouvernance. Quand vous sortez de l'argent, ce n'est pas suivi. Quelqu'un a mal géré. D'accord? On amène son jeune frère et Bataka. Et Bataka vient, patati patata, on le saute. Maintenant on amène quelqu'un qui lui ne parle pas. Est-ce que vous voyez? Bon. Donc, voilà là où on se situe et le pays ne peut pas avancer dans ces conditions. C'est-à-dire qu'on a l'impression que lorsque le chef de l'État annonce ou bien amorce, disons, une vision, il y a d'autres contingences qui le tirent vers l'arrière. Il dit, bon, peut-être que vous n'allez pas évoluer. Et c'est ça, vous allez voir, toutes ces mesures, je dis que le Togo vient de très très loin. Puisque le chef de l'État, même il y a quelques années, avait dit qu'il ne peut pas faire de social si les gens gèrent mal, si vous gérez mal. C'est un propos qui est dit, c'est sur la toile. D'accord? Mais après, il y a eu une tentative, je l'ai dit tout à l'heure, avec un mois d'avance de salaire complet, qui devient moitié gratification. Mais maintenant, il y en a encore plus loin. Au moment où on dit qu'il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de ressources, puisque les financements des budgets tels que décrits par les différents rapports de l'État, c'est de l'argent de l'extérieur, c'est-à-dire c'est des crédits, les bons de trésor, qu'on prend pour combler le déficit budgétaire, pour équilibrer, disons, les budgets comme on le dit. Non, en fait, c'est pour assurer la survie de l'État. Voilà, assurer la survie de l'État. Donc,
dans ces conditions, si on dit que nous sommes allés encore aller chercher plus de 20 milliards, qu'on n'est pas en train d'investir dans la production. La production qui doit booster l'économie, qui doit booster le PIB, qui doit booster le niveau de vie des populations. Mais on va le mettre quelque part où les gens, bon, vous allez devant les grands supermarchés, c'est plein, c'est bondé, c'est rempli. Tout ce qui se vend là-bas vient de l'extérieur. Donc on continue, n'est-ce pas, de garder notre budget, sinon nos ressources, pour continuer. Parce que nous devons produire, ce n'est pas nos productions. Si par exemple on nous dit que les Togolais dans leur majorité mangent les poissons carpes de Nambeto et la Vano et de Dapao, parce qu'il y a des poissons partout, si on dit que les Togolais en mangent suffisamment et qu'on n'en a même plus, on peut importer. Je ne sais pas si vous voyez. Si on dit que, par exemple, il n'y a plus mais là, on est en train de produire le pain avec la farine locale. Là aussi, c'est une bonne chose. Mais si et il a fallu la crise. Voilà, il a fallu la crise. Donc, voyez-vous, si nous allons laisser dans ce schéma, on va augmenter les salaires à volonté, on sera toujours dans le même problème. Au contraire, on va encore dégrader davantage la balance et commercer la balance des pays. Oui, puisque nous parlons de la rentrée scolaire, ce que les gens demandent, les prix que les gens posent aujourd'hui, c'est par rapport aux enseignants, ces élèves-là qui puissent encore en prison, alors que la semaine prochaine, leurs camarades vont faire la rentrée scolaire. Bon, on attend encore qu'on explique sur ce terrain-là. J'ai du mal à comprendre le style actuel de gouvernance de notre pays. Le secteur éducatif, je pense avoir fait allusion à cela dès le départ en termes de solutions structurelles et tout. C'est le secteur qui permet de faire la pépinière de l'intelligentsia du pays. C'est l'éducation, le monde éducatif qui permet de mieux en mieux la socialisation de l'enfant. Et pour qu'on puisse avoir des citoyens intègres, droits, compétents, efficaces, capables d'avoir un rendement direct sur la vie du pays, sur la création de la richesse nationale, c'est d'abord dans le monde de l'éducation. Ça veut dire que l'enfant qui doit aller à l'école est un projet de l'État. En tant que projet, il doit avoir un contenu et en même temps des acteurs. Le contenu, c'est tout ce qu'on lui met dans l'esprit et qui conditionne son état d'esprit et qui lui permet d'avoir un regard utile en société. Les acteurs, ce sont principalement les enseignants. Et ce sont des modèles, les premiers modèles inspirants de l'élève. Pourquoi? Parce que vous savez que notre pays, c'est l'un des pays les moins développés, où dans les milieux ruraux même sont plus grands. Et donc, là-bas, l'élève passe 60 à 80% de son temps de la journée avec l'enseignant. Et l'élève étant dans un processus d'apprentissage, donc la personne avec qui il est tous les jours, il le prend pour son modèle. Parce que c'est par lui qu'il acquiert la connaissance. C'est lui qui lui montre comment il faut faire, qui lui donne des exemples et tout ça. Cela suppose que l'enseignant doit être lui-même un modèle. Autrement dit, si l'enseignant n'est pas dans les bonnes dispositions intellectuelles, mentales, physiques, morales, nécessaires, pour pouvoir faire de son métier un sacerdoce qui lui permet de transmettre une connaissance avec efficience à l'élève, on ne peut pas attendre de cet élève un rendement au bout. Donc, comment il se fait que les dirigeants qui sont supposés avoir une telle vision, avoir déjà compris en réalité où ils veulent aller avec l'enfant, qui est leur projet, puissent brimer l'enseignant par qui l'élève acquiert cette connaissance-là et les atouts dont on attend de lui pour qu'il puisse être, disons, un élève, un enfant intègre, un citoyen compétitif, capable de contribuer à la création de la richesse. Voilà pourquoi toutes les fois où on traite les enseignants avec condescendance, avec arrogance, avec mépris,
Et on a même tendance à les clochadiser, nous montons au créneau. C'est parce que nous comprenons très bien ce que vaut un enseignant. En réalité, la personne de l'enseignant ne compte pas. L'enseignant est une institution en soi, par laquelle on passe pour conditionner l'esprit de l'élève. Brimer l'enseignant, c'est tuer l'éducation, c'est tuer le projet de l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je ne comprends pas comment un enseignant, parce qu'il est dans une logique de revendication de meilleures conditions de vie et de travail, qui lui permettent d'être un enseignant modèle pour transmettre à l'enfant ce qu'on lui a dit de transmettre et qui est utile à la société, il se retrouve en prison. Qu'on nous dise que bon, c'était une logique de défiance, ils ont voulu saboter une vision, bon d'accord. Ça veut dire que dans ces conditions-là, bon ben, vous faites juste un truc comme ça pour limiter la mobilisation. Mais au bout du compte, vous devez être conscient que votre responsabilité est quand même engagée. Mais vous allez brimer, bâillonner l'enseignant, d'accord. Mais la conséquence est là. Demain, vous n'allez pas vous plaindre de ce que la société est déstructurée, que la morale n'existe plus, c'est que la citoyenneté... Je crois qu'on a un ministère chargé de la culture de la citoyenneté dans notre pays. Mais pourquoi on est obligé de créer, de créer ce genre de concept? C'est parce qu'on se rend compte que l'esprit patriotique, la citoyenneté n'est pas promue, elle n'est pas exaltée. On ne sent pas les attributs de citoyenneté auprès des citoyens eux-mêmes. Pourquoi? Parce que l'éducation est défaillante, parce que la propre société est déstructurée, parce qu'on n'exerce pas les valeurs dans la gouvernance de l'État, et donc les enfants n'ont pas de modèle. Quand ils n'ont pas de modèle, ils vont... la nature a horreur du vide. Lorsque vous contraignez des gens à vivre une forme d'impasse, mais leur esprit est en même temps englouti par tout ce qu'ils vivent, ce qu'ils ramassent dans la nature. Donc vous ne pouvez pas... Nous sommes le fruit de notre histoire, de tout ce que nous avons vécu, ressenti et vu. Donc s'il n'y a pas de modèles dans le domaine de la littérature, de la médecine, de l'entrepreneuriat, de gros industriels qui sont des modèles, qui communiquent, qui montrent leur parcours, etc. Comment vous voulez créer le rêve dans l'esprit des enfants? Mais c'est un drame. Moi, merci pour ce problème. Moi, j'avais eu écho depuis que ça n'avait pas duré, mais vraiment ça commence par tout finir. Et je pense que normalement, la justice doit jouer son rôle. Parce que vous pouvez attraper un voleur quand vous l'amenez devant le juge, même si c'est le commissariat à la gendarmerie, il l'amène devant le juge avec les dépositions. Quand le juge l'écoute, d'accord, le juge qualifie et le juge peut prendre la décision qui s'impose. D'accord. Et je pense que nous sommes dans ce cas d'espèce. Est-ce que les juges font vraiment, les magistrats font vraiment leur travail? Parce que les manifestations, tant que telles, ne sont pas interdites au pays. Comme il a dit, si ils sont en train de saboter ou bien de dégrader les biens, ça c'est banni par nos lois, d'accord. Mais aujourd'hui, enseignants, élèves en prison, je pense que nos magistrats doivent encore les écouter et qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est une question de lobby des cadres du milieu. S'il y a concours de l'enseignement, concours de la fonction publique, c'est le cadre qui coule vite et qui ont les dossiers qui arrivent à avoir leur candidat, c'est les candidats de leur zone proclamés admis. Ça, ce n'est pas. Je crois que c'est un ministre qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un ministre qui l'a dit. Je pense que de ce côté, ce qui n'est pas normal. Il faudra, comme le pays fonctionne ici, il faudrait que les cadres d'un milieu, parce que nous, les gens de la presse, on le dit depuis et tous les jours, les gens n'arrivent pas à voir le nombre de messages qu'on reçoit et plaider pour nous, pour les gens qui sont en prison, dans le cadre de tel, dans le cadre de tel. Bon, moi je pense que de chaque côté, il faut que les gens, la presse fait son travail, mais là il faut que les gens aussi
fasse l'erreur, peut aller voir, plaider, voir les juges, ou bien même aller voir les ministres de question et demander pardon, puisque ça aussi, ça n'exclut rien, d'accord, mais ça fait mal, parce que la rentrée va encore arriver, les enseignants, moi je me rappelle, j'ai encore souvenir de ce que de mes enseignants, je suis content, parce que quand ils venaient vers nous à l'école, c'était des références. Et tout le monde voulait être comme tel enseignant. Parce que même nos parents, quand nos parents nous racontent les enseignants qu'ils avaient eus dans leur temps ici et là, et ça fait plaisir. Mais qu'aujourd'hui, un enseignant ne soit plus une référence dans une communauté qui se retrouve en prison, à côté avec ses élèves, ça devient une autre complicité. En prison, oui, parce qu'en prison, il y a beaucoup de choses qui se créent. Un enseignant et son élève en prison, pour les mêmes, peut-être dans une même cellule, dans une même prison, ça devient quelque chose, une bombe dans le futur. Donc il va falloir que les ministères concernés, il y a le droit de l'homme, il y a la CNDH, tous ceux qui peuvent aider, et aussi la justice surtout, parce que la justice doit jouer pleinement son rôle. Quand on vous amène des gens, même des trafiquants de drogue, devant les juges, ils les libèrent. Pourquoi pas des manifestants, qui sont en prison et certains ont raté leur examen, c'est des élèves qui ne vont peut-être plus jamais rattraper parce qu'il y a des circonstances qu'on ne rattrape jamais. Et il y en a raté aussi la rentrée, c'est aussi autre chose. Et que le chef de l'État doit savoir qu'il n'y a pas que les fonctionnaires, c'est dans 5 000 fonctionnaires qui iront encore dans les urnes en 2025. C'est 1 000 millions de Togolais qui dont les gens dont les familles sont brisées, les enfants, les rêves des enfants sont brisés. Non, je pense que moi je ne sais pas si j'ai une déformation professionnelle, mais je considère que je suis dans une république en réalité. Et quand je suis dans une république, ça veut dire que la régulation de la vie sociale est gouvernée par les lois. Donc, si on considère que les enseignants en question, qui ont été mis en prison sur la base d'un mandat de dépôt, ont commis une infraction, ça veut dire qu'il faut une procédure. Je ne peux pas comprendre comment un juge peut être aussi heureux d'envoyer un enseignant et des élèves en prison juste à partir d'un mandat de dépôt et puis la procédure ne suit plus son cours. Vous vous rappelez des rapports qui ont été faits, je crois l'année dernière par Amnesty International, qui indiquent que nos prisons aujourd'hui sont surpeuplées et 56% des prisonniers sont en détention préventive. Ce qui est extrêmement grave. Parce que ne devrait aller en prison que celui qui est condamné. Lorsque vous êtes dans une simple procédure pénale, etc., tant que vous n'êtes pas jugé, vous jouissez de la présomption d'innocence. Et donc, on ne peut pas maintenir quand même des enseignants et des élèves en prison pendant des mois sans embrayer sur la célérité même qui permet d'établir leur culpabilité. Donc cette démarche qui consiste à dire qu'il faut leur demander pardon à quelqu'un, moi je ne suis pas de cette logique-là. Parce qu'il faut qu'on commence quand même à évoluer vers la République. La République en tant que entité mue par l'application des lois tout court. L'individualisme règne trop dans notre pays. Les égos règnent trop. Les émotions aussi. Cela fait que finalement, lorsque vous êtes à une position où vous avez une marge de pouvoir, vous avez le sentiment que vous avez le monde entier entre vos mains. C'est ce qui fait qu'au bout du compte, on n'a pas des résultats, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social et à tout point de vue. Lorsque je vois le ministre de l'Éducation nationale à la fin de l'année venir faire le bilan avec une satisfaction remarquable parce que les résultats sont bons, je suis amusé. Parce qu'il est clair que lorsque le monde éducatif est jonché par autant de problèmes, on n'a fait que justement balayer d'un revers de la main la fin d'année pour pouvoir donner des notes aux enfants qui sortiront avec des diplômes, mais sûrement pas avec des compétences, sûrement pas avec des atouts, sûrement pas avec des vertus. Or,
c'est avec les qualités, les compétences, les atouts qu'on peut espérer avoir des citoyens compétitifs, constructifs, productifs, etc. Mais alors, comment on peut être heureux d'une année au cours de laquelle les mouvements de débrayage ont eu lieu, où les gaz lacrymogènes ont été jetés, où des enseignants et des élèves se sont retrouvés en prison, où il y a une guéguerre pratiquement entre le gouvernant et le monde éducatif. Ça veut dire que c'est la déchéance, c'est le deuil du principe sacro-saint qui caractérise le monde éducatif que constitue la pédagogie. La pédagogie, c'est l'art par lequel on parvient à faire passer un message à autrui et on le persuade à une action. Donc la pédagogie, c'est l'élément fondamental qui caractérise le monde éducatif. Et donc, lorsque la pédagogie est promue, exaltée et incarne ce monde-là, il est difficile qu'il y ait des incompréhensions. Parce que un enseignant, un bon pédagogue, doit pouvoir persuader ses enfants. Un ministre pédagogue doit pouvoir convaincre ses collaborateurs, doit pouvoir les persuader sur sa vision, sur ses aspirations, sur ses moyens d'action, sur leur devoir de contribuer à un résultat et recherché par tout le monde. Donc, la manifestation, c'est-à-dire le recours à la case prison, est la manifestation ou la preuve évidente de l'échec de la pédagogie. Et donc un tel ministre ne peut pas être heureux de son département parce que, écoutez, ce qui caractérise de façon fondamentale ce département-là n'a pas été à la hauteur et donc on voit des problèmes. Hein? Oui, vous savez, la République est proclamée. D'accord? Elle doit être assumée. La démocratie, mais elle n'est pas assumée. Si elle n'est pas assumée, malheureusement. Si elle n'est pas assumée, nous sommes obligés de pousser les gens vers là parce que ça n'arrange personne. Même les gouvernants eux-mêmes, ça ne les arrange pas. C'est que ce n'est pas encore arrivé à la personne et la personne pense que c'est elle qui a le pouvoir. Quand ça arrive, voilà. C'est fini, c'est autre discours. Voilà, ils sont malades, il faut les évacuer, il faut les lever, c'est ça qui commence. Mais c'est qu'on ne doit pas aussi, Luc, faire l'illusion que nous sommes en démocratie. Nous sommes dans un discours de démocratie qui évolue selon où l'on se trouve et selon ce qu'on veut faire. Non, c'est selon l'état d'esprit des gens. L'état d'esprit des gens. C'est des faveurs de démocratie qu'on nous accorde. Et pour l'instant, on ne peut que s'accommoder. Non, il ne faut pas s'accommoder. Il faut avoir une vision et pousser les gens vers. C'est comme ça. Attendez, ce que je dis, vous savez, ça n'a pas été compté par un ancien, le professeur Cyril Longta, un juriste, il a enseigné à l'université, politique. Il me dit qu'à la naissance du RPT, ils étaient là. Ils disaient non, que ça ne va pas aller, on est en train d'aller vers la cacophonie, partie unique. Jusqu'au moment où c'est un vieux, il n'est plus aujourd'hui, c'est un chef de Baligny qui l'a appelé, qui lui dit, Evie, c'est ton enfant. Mais tout le monde voit que c'est un bélier. On dit que le bélier va donner bas. Et tout le monde dit oui, que le bélier va donner bas. Et vous êtes le seul, pratiquement, mais vous êtes quelques poignées d'hommes qui disent que de laisser le monstre n'a qu'à mettre bas et ce que ça va devenir. Il dit, mais si ce monstre même bas ne sera plus là où on est, c'est là-bas. Les gens ont laissé, après, ça a poireauté jusqu'à ce qu'on est revenu pour dire que nous sommes dans le multipartisme à la togolaise et à l'africaine. Est-ce que vous voyez? Donc, si parfois on a des opinions où les gens pensent que on est aux côtés de la plaque, vous savez, le chef de l'État est en train de faire extraordinaire. Si les gens veulent qu'on applaudisse, on va applaudir. Mais ce qu'on va souhaiter, c'est qu'il ne faut pas que les gens étouffent le débat. Et il est aussi de l'avantage du chef de l'État, il faut l'enseigner, que tous ces cadres-là, tous ces intellectuels qui sont dans le bureau, encore, ce ne sont pas seulement les quelques ministres qui sont au devant de la scène. Et il faut que tous ces jeunes cadres qui sont dans les bureaux aussi sortent sur les médias
d'accord, dans les colonnes, n'est-ce pas, lorsque, que ce soit la presse, ou que ce soit un intellectuel de tel bord qui signe une tribune, il faut qu'on voit qu'à côté, il y a des gens aussi, sinon nous sommes dans le commérage. C'est-à-dire que lorsque vous sortez un article de presse, les gens appellent de côté, c'est le commérage. D'accord. Il faut que, moi, c'est une adresse que vraiment je vais faire à l'endroit du chef de l'État dans les semaines à venir, pour qu'ils sortent des jeunes, pour qu'on puisse avoir plusieurs Natchaba, pour bien. Non, mais c'est pas lui qui va les sortir. Tu vois, par exemple, toi, aujourd'hui, tu as décidé, par vocation et par amour pour ton métier, de donner ton opinion au-delà des écrits, etc. Il y a des journalistes qui se contentent d'écrire. Il y en a qui se contentent tout simplement de parler. C'est pour dire tout simplement qu'en fait, lorsqu'on a la possibilité d'avoir des tribunes de ce genre-là, de transmettre des messages qui provoquent un déclic au sein de l'opinion, pour que chacun comprenne qu'il doit assumer sa responsabilité dans le processus même de création d'un écosystème où chacun vaut quelque chose. Lorsque tu es journaliste, tu sais que tu as une responsabilité à participer à l'éclairage de la lanterne des gens. Tu assumes ça comme tel. Tu ne vas pas attendre que le président de la République te le dise avant que tu le fasses. Voyez-vous? Et puis ça te vaut ce que ça te vaut. Normalement, dans une société organisée, c'est l'exercice de la pensée intellectuelle qui doit être exalté. Parce que c'est par là que l'être humain affirme ou, si tu veux, valorise tous ses atouts. Tu es doté d'une capacité de langage. Tu es doté d'une capacité de réflexion et d'analyse. Tu es doté d'un organisme qui te produit de l'énergie que tu dois déployer sur le terrain afin d'un résultat donné. Lorsque tu ne les utilises pas, c'est que tu te réduis à la case des animaux. Parce que tu ne peux pas avoir les yeux pour regarder et tu les fermes. Tu ne peux pas avoir la bouche pour parler et tu ne parles pas. Tu ne peux pas avoir la tête pour réfléchir et tu refuses de réfléchir. Vous comprenez? Donc, il faut que chaque individu assume son humanité. C'est tout ce qu'il y a comme chose. Mais c'est pour ça que nous sommes contre le fait qu'on tue le principe de la critique. Parce que c'est la critique qui constitue le ferment, amenant les gens à un meilleur rendement. Quand tu sais qu'il y a des esprits avisés, capables de démanteler ce que tu es en train de faire, tu prends des dispositions pour être correct. De manière que lorsqu'on te critique de façon abusive, tu sois capable, toi aussi, de monter au credo et de faire une démonstration contraire qui peut-être va déconstruire les discours qui a été construit. Et c'est là où se trouve tout le sens de la vie humaine. Ce n'est pas en se disant, ah non, moi je ne veux pas de problème, etc. C'est quoi le problème si ce n'est que tu puisses affirmer ce que tu as comme contenu? Mais pourquoi nous faisons autant de sacrifices pour venir parler ici? C'est parce que nous savons que c'est par là que nous menons aussi notre existence en tant qu'être humain. C'est aussi par là que nous contribuons à la réflexion nationale. Donc, si les gens démissionnent parce qu'ils ont peur ou parce qu'on les intimide, mais bien sûr que la société va reculer. Non, parce qu'on les intimide, c'est que j'ai l'impression que comme le chef de l'État ne parle pas, ça se déteint. Voilà, ça déteint sur tout le monde. Voilà. Donc au moins, il faut qu'il lance ses gorées sur les médias qu'on puisse s'affronter dans la... Parce que regardez, quand vous prenez par exemple les mesures, ces mesures du chef de l'État, il y a 2 ou 3 semaines, nous on avait déjà discuté de ce qui peut être, disons, des mesures à prendre qui sont durables. D'accord? Surtout, on ne peut pas se lancer dans les dépenses sans penser à la production. Et ça, ce n'est pas du tout logique. C'est-à-dire que s'il y avait des débats qui étaient ouverts, comme en Europe, ça ne n'est même pas passé à l'Assemblée nationale. C'est après ils iront faire le collectif budgétaire pour ajouter. Et ça, dans l'applicabilité, dans l'application, on va voir que les chiffres vont dépasser. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qu'on dit que si le débat est lancé, si l'Assemblée nationale avait lancé ce débat pour voir le pour et le contre, d'accord? Et aussi, dans l'opinion, on a testé l'opinion au pouvoir, on serait arrivé à un résultat où il y aurait peut-être moins de critiques. Est-ce que vous voyez?
d'autres orientations. Donc c'est ce qu'on dit. Tant que le débat n'est pas ouvert, ce n'est que les gens ont peur d'aller parler. Même les gens du même camp ne peuvent pas aller parler parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont dire et que ça va fâcher. Et se voyer. Donc il faut libérer la parole, il faut libérer, c'est tout ce qu'on demande, au moins qu'on ait au moins cette richesse, que les Togolais puissent s'affronter dans le débat d'idées. Voilà, il faut libérer la parole. Je pense que nous allons donner un petit temps à nos invités pour souffler un peu, parce que depuis 1h30 ou 2 heures, nous ne faisons que parler, il ne faut que parler ici. Marquons une petite pause et puis nous allons rentrer des réfugiés de ce débat. Merci.